Bien, mesdames, messieurs, je vous propose de commencer ce conseil municipal pour lequel nous avons le quorum. Je vous rappelle qu'on est toujours en crise sanitaire et que le quorum est ramené au tiers et non pas à la moitié plus une des présents. Je salue évidemment toutes les personnes qui sont présentes dans la salle, mais aussi tous ceux qui sont en ligne. Et je sais que vous suivez d'une manière très précise les travaux de notre conseil en ligne. J'ai quelques procurations à présenter. J'ai celle de Madame Saillet pour Pascal Sauge, de Madame Boucher pour Frédéric Gaillard, de Monsieur Mehdi pour Christian Abicher, de Madame Ayeb pour Sylvie Méline, de Monsieur Minkela pour Michel Boucher, de Monsieur Burniard pour Nicolas Lebouguillot, de Madame Ali Hamad pour Madame Lounis, de Julien Beauchot pour Madame Lounis. On a droit à deux procurations. De Madame Desmond pour Madame Liman, de Monsieur Djadel pour Madame Matougui et de Madame Pradet pour Monsieur Lebouguillot, mais ça, c'est en cours. Voilà. De même que Madame Villary sera obligée de nous quitter vers 20h, avant 20h30, et c'est une procuration pour Madame Méline. Voilà. Voilà l'ensemble des procurations. Nous avons à désigner un ou une secrétaire séance. Monsieur Fournier, merci de votre volontariat. Vous avez bien sûr l'approbation des PV, le PV de la séance du 20 janvier. Est-ce que vous avez des remarques sur ce PV de la séance du 20 janvier? S'il n'y a pas de remarques, on peut considérer qu'il est adopté à l'unanimité. Et puis, vous avez bien évidemment les décisions prises en application de l'article 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Vous en avez toute une série, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à interroger la direction générale qui se fera un plaisir de vous répondre. Vous avez vu que devant vous, vous avez un cadeau. Voilà, un petit cadeau qui a été, c'est une bouteille qui a été offerte à tous les agents de la ville. Tous les agents de la ville ont reçu cette bouteille en ce début d'année 2022, ce qui devrait nous permettre, alors c'est très paradoxal, de réduire les bouteilles en plastique. C'est l'objectif. Voilà. Donc, comme c'était encore dans les cadeaux, on a encore les bouteilles en plastique. La prochaine fois, on aura de l'eau et on les mettra dans le cadeau qui vous est proposé. Voilà l'information que j'avais à vous communiquer. On parlera tout à l'heure, c'est une délibération que nous présentera M. Sauge, on parlera du centre de vaccination et j'aurai l'occasion de faire le point aussi sur les évolutions de ce centre de vaccination, mais on le fera à ce moment-là. Le point majeur, parce que c'est toujours un point majeur dans un conseil municipal, de ce conseil, c'est le débat sur les orientations budgétaires, ce qu'on appelle le DOB, qui vous êtes présenté par Madame Lachenal, avec un certain nombre de documents qui vont être projetés sous l'autorité de M. Bosson. Madame Lachenal, je vous laisse la parole. Eh bien, on débute tout de suite dans le sujet. Bonjour à toutes et tous. C'est vrai que nous avons un rendez-vous ainsi annuel en ce début d'année, qui est donc les échanges qui vont se baser sur évidemment toutes les données qui sont contenues dans ce qu'on appelle le rapport d'orientation budgétaire qui vous a été communiqué. Et ce soir, ce débat sur les orientations générales permettent évidemment une approche aussi, une vision prospective de ce que sera ou serait notre budget 2022 à venir. Donc, conformément à la loi, évidemment,
Ce rapport vous donne les différents indicateurs de la ville, les indicateurs financiers, l'évolution des ressources budgétaires, la situation des ressources humaines et les perspectives d'investissement. Mais ce rapport permet aussi de souligner ce qu'on appelle les axes d'intervention publique choisis par la majorité, les choix prioritaires politiques. Et grâce à la gestion rigoureuse qui est menée depuis de nombreuses années, la santé financière de la ville est encore à souligner. Elle nous a permis évidemment de faire face aux 2 années que nous venons de passer, 2 années de pandémie, qui ont marqué tant nos recettes que nos dépenses. Mais elle permet aussi de poursuivre l'ambition de la ville, qui est de répondre en qualité aux besoins de nos habitants, toujours dans un souci de justice sociale et de réduction des inégalités économiques si importantes sur notre territoire. La crise Covid-19 a accentué les disparités sur notre territoire et les actions municipales ont apporté du soutien en matière économique, en matière éducative, culturelle, sociale, et introduit les investissements innovants nécessaires pour participer à notre échelle au développement urbain durable, la végétalisation, la mobilité douce, les espaces publics de vie. Les contraintes sanitaires se détendent. Pourtant, les conséquences de la crise se feront encore sentir au cours de l'année 2022. Nous continuerons donc à adapter nos actions publiques aux nouveaux besoins émergents, afin de garantir la cohésion sociale, le vivre ensemble et d'améliorer la qualité de vie en ville. Nous allons vous présenter donc dans ce robe les éléments principaux et significatifs du rapport, afin de vous apporter l'éclairage nécessaire pour avoir une vision de ce que pourra être le futur budget primitif 2022. Nous allons suivre dans la présentation que vous avez là, qui a donc été préparée, comme Monsieur le maire l'a dit, par les services financiers et Monsieur Bosson. Je joins également mes remerciements à ceux de Monsieur le maire. Le ROB est donc un exercice réglementaire qui doit avoir lieu dans les 2 mois qui précèdent normalement l'examen du budget primitif. C'est un moment d'échange qui est important, le Conseil étant ainsi informé de la situation financière de la ville dans un contexte national, économique ou dans un contexte local. L'élaboration du futur BP 2022 se fait dans un contexte encore de crise Covid. On est bien encore dans ses conséquences, en tout cas de prise en compte de ses conséquences. Et les dispositions de la loi de finances publiques de décembre 2017 qui concernaient l'effort de maîtrise des dépenses de déficit public sont encore suspendues. La ville s'inscrit quand même toujours dans un souci de cadrage des dépenses de fonctionnement, mais dans un contexte contraint en matière de recettes et dans un contexte d'évolution de la population, donc de nécessaires réponses aux besoins de cette population. Je ne vais pas donner de détails sur le contexte économique, vous avez les éléments dans le rapport, et donc c'est bien suffisant. Vous avez les éléments sur le contexte économique européen et français et également transfrontalier, je ne les détaille pas ce soir. Vous les aurez dans le rapport. Donc en premier lieu, nous allons faire un focus rapide sur les mesures nationales qui ont une influence sur notre territoire et directement sur nos finances publiques. En premier lieu, c'est un rappel évidemment de ce qu'on appelle les mesures du contexte national, qui est la réforme de la taxe d'habitation. C'est vraiment un rappel, on a expliqué à plusieurs reprises ici les conséquences de cette réforme. Vous savez que la taxe d'habitation disparaîtra complètement en 2023. Pour 2022, elle reste encore, une partie de la population, les 20% restants, restent soumis à cette taxe, mais seulement pour 35% du montant. Cette réforme de la taxe d'habitation sur la résidence principale est donc importante puisqu'elle change évidemment nos contributions. La perte des ressources fiscales qui sont liées à cette taxe est compensée par le transfert aux communes de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département, qui s'ajoute donc en taux à notre taux communal. C'est une fusion des taux. Et un coefficient correcteur est mis en place pour compenser, pour chaque commune, pour compenser la perte à l'euro près. Au-delà de cet impact-là, je voulais aussi qu'on fasse un petit tour, un petit élément sur, rapide, une slide sur l'enveloppe de la DGF. L'enveloppe de la DGF est globalement stabilisée depuis 5 ans, mais le montant total est ici fixé, alors montant global pour la nation, à 26 milliards d'euros,
dont 18 milliards pour le bloc communal. C'est toujours intéressant de le voir. Donc c'est une stabilisation. Je vous rappelle quand même qu'il y a une baisse depuis plusieurs années. Quant à la péréquation verticale de la DSU ou de la DSR, en tout cas pour la DSU, c'est une augmentation de 3,8%, avec donc 95 millions d'augmentation. Si on avance encore sur le contexte, mais cette fois-ci le contexte local, on ne peut pas parler DOB et finances si on ne parle pas du pacte financier et fiscal qui nous lie à l'agglo, enfin comme toutes les 12 communes, mais qui nous lie quand même à Annemasse Agglomération. Ce pacte sert à financer le développement local et instaurer une solidarité spécifique, plus particulièrement pour les communes qui portent un contrat de ville, contrat prioritaire, donc Gaillard et nous-mêmes, Annemasse. Chaque année, des attributions de compensation sont donc révisées et données par l'agglo, mais révisées chaque année. Et elles sont minorées de ce qu'on appelle le montant du FPIC communal qui est pris en charge par Annemasse Agglo, la participation aux frais de mutualisation des services. Et donc pour 2021, vous voyez que vous avez là les transferts de compétences en ZAE, comment ça s'appelle, la publicité, et puis aussi la ZRE qui est un élément lié au rural. La prise en charge du FPIC, je l'ai déjà dit, le complément de solidarité, je l'ai évoqué, qui est donc positif, et la participation à la mutualisation des services, ce qui donne un montant final, toujours en baisse évidemment, de 1 972 040. C'est bien le montant 2021 dont on parle. Hein. Donc pour 2022, il faut savoir que l'AC serait normalement encore en diminution, autour de 1 850 000, mais on le verra plus tard. Il y a aussi encore des créations de services qui sont dans les tiroirs et qui ne vont pas tarder à se mettre en place. Mutualiser. Donc dans le cadre de ce pacte, il est nécessaire quand même d'évoquer dans le lien à l'agglo ce qu'on appelle la taxe d'aménagement et le changement que la loi de finances a instauré. C'est-à-dire que lorsque la taxe est perçue par la commune, l'intercommunalité non pas peut, mais doit également bénéficier d'un reversement de cette taxe d'aménagement, compte tenu de la charge des équipements publics dont elle a la compétence. Ça donnera lieu plus tard à une délibération de notre part. Si on fait un focus également sur un dossier qui est très important aussi, qui sont les ressources humaines au sein de la ville, vous avez pu prendre connaissance dans le rapport d'éléments très détaillés, donc on ne va pas tous les passer en revue, mais je voulais insister sur quelques points qui me semblaient intéressants aussi pour la vision prospective et pour l'état de situation de nos agents. Donc nous avons aujourd'hui 687 agents qui occupent un poste à la ville d'Annemasse. Il y en avait 667 l'année dernière, 464 femmes et 223 hommes. Ça correspond à peu près à 600 ETP, 600 agents en ETP, en temps plein. La masse salariale 2021 s'élève à 26 394 787. Et là, le tableau que vous voyez, c'est la structuration de la rémunération, celle qui est donc hors charge patronale, qui s'élève à 17 977 000. Et vous voyez la structuration de cette rémunération avec la part du régime indemnitaire qui a augmenté à 23,26%, parce qu'est intégrée la prime, ce qu'on appelle la prime de fin d'année. La masse salariale par habitant, vous voyez là qu'il y a quand même quelque chose d'assez constant. Et du coup, il faut voir que si 2021, il y a une petite baisse, il ne faut pas oublier que 2021 est marqué par le transfert du conservatoire. Et on est à 700, enfin on le redira après, mais ça fait à peu près 713,8 en 2020 et 704,1 en 2021 en euros. Le nombre d'agents par habitant est, lui, en diminution en raison du transfert du conservatoire. Il représente 16,3 agents pour 1000 habitants. Vous le voyez dans le bas du tableau. Voilà, c'est un élément qui me semble intéressant à connaître. Monsieur Bosson passait à la page suivante, enfin la slide suivante, qui concerne les effectifs par sexe et filière. Donc là, on a un tableau un peu simplifié, mais on constate, si vous y attachez un peu quand même, on constate quand même un renforcement des effectifs en police municipale, en technique et en matière d'éducation, principalement. Si on continue en termes de statut, nous avons là 402 personnes qui sont titulaires, contre 269 qui sont contractuelles. 51% des femmes sont... 51% du total des femmes
est concerné par le statut de titulaire, et les hommes pour 72%, tandis que les femmes sont à 46%, évidemment, en contractuel, les hommes 25%. Si on continue avec les catégories, cette fois, c'est que ces catégories, 80% des agents sont des catégories C, 10% en A et un peu plus de 8%, presque 9% en B. Les femmes sont à 80% en catégorie C et les femmes et les hommes sont quasiment équivalents, enfin à taux équivalent en catégorie A. C'est l'égalité. Enfin, le dernier point, c'est la pyramide des âges, qui est toujours un moment un peu spécial. On voit bien que les gens vieillissent dans les structures des EPCI ou les communes, en tout cas en collectivité publique. Donc vous avez ici la répartition. Alors c'est une lecture inversée, c'est pas peut-être vous voyez, hein, les hommes sont en rose et les femmes sont en bleu. Voilà. Il faut changer de temps en temps. Donc 27% des agents ont entre 45 et 54 ans, 25 entre 35 et 44 ans et 24% plus de 54 ans. Donc ça fait quand même un taux assez lourd de personnes qui font partie de ce qu'on appelle les seniors. Parce que maintenant les seniors c'est tôt. Hein. Voilà. Donc c'était un élément qui était intéressant quand même à vous montrer que cette pyramide est plus lourde en âge élevé pour les hommes que pour les femmes quand même. Voilà. Donc pour finir ce point sur les RH en perspective 2022, il est à souligner que l'année 2021 avait été également marquée par ce qu'on appelle la négociation pour le passage aux 1607 heures qui s'était très très bien passée. Et pour l'année à partir de 2022, non seulement il y a la nécessité de mettre en place des mesures nationales qui ont un impact sur nos charges de personnel, comme le reclassement des agents de catégorie C, les fonds et les dépenses liées à la mise en place des élections, c'est assez lourd cette année, mais également l'augmentation du SMIC pour les premiers échelons indiciaires, sans oublier évidemment le GVT et différentes décisions par rapport à des années pleines de création de postes de l'année d'avant. Parallèlement à cela, nous avons la prise en charge par la ville de la cotisation CNAS pour tous les agents, qui est un élément important. Et plusieurs créations de postes seront nécessaires pour répondre toujours aux besoins des habitants. Nous avons une population DGS qui augmente, mais il ne faut pas oublier que dans la période que nous traversons et les inégalités que nous connaissons sur le territoire, ces besoins sont très prégnants. Donc plusieurs défis sont face à nous. Assurer les recrutements, ce qui n'est pas une mince affaire sur notre territoire, puisque nous sommes en concurrence évidemment avec le secteur privé, mais en concurrence tout court par rapport au territoire et notre frontière suisse. Et puis un travail à engager également par rapport au vieillissement et la pyramide des âges de nos agents. Voilà, je crois que ça suffit pour vous donner une image utile. Nous passons aux conséquences. Vous connaissez cette slide, elle avait déjà été communiquée l'année dernière parce qu'elle vous permettait de faire un focus particulier sur la prise en charge par la ville et ce à quoi la ville a dû faire face pour traiter les conséquences de la crise sanitaire sur le budget 2021. Donc cette Covid-19 a eu un impact très important sur les finances. Ça avait déjà été le cas en 2020. Et le coût s'élèverait, comme vous le voyez tout en bas de la page, à environ 1 624 133. La compensation par l'État des pertes fiscales qui pourra être donnée devrait s'élever quant à elle à un peu plus de 500 000, 700 088. Mais il faut savoir que le mode de calcul n'est pas le même que celui de l'année dernière. Il est un peu moins favorable puisqu'il exclut les pertes de recettes du domaine. Enfin, ce tableau-là, en tout cas, cette compensation, elle est donnée évidemment à titre provisoire. On attend le résultat définitif. Si on regarde un peu plus en détail les recettes, on voit les pertes sur ce qu'on appelle les recettes domaniales. On a quand même une neutralisation du stationnement, mais pour le reste, vous voyez des pertes qui sont quand même conséquentes. Des pertes sur les recettes également tarifaires, la restauration, les crèches. Un impact, ce qui est peut-être le plus phénoménal, enfin le plus important, sur les recettes du casino. Il y a un peu plus d'1 million, un quart qui est important par rapport à l'année 2019. L'année 2019 étant notre année de référence, puisque 2020 était également touchée par le Covid. Donc soit une perte qui est affichée ici de plus de 2 millions, 2 028 000, sur laquelle, évidemment, hors compensation de l'État.
Vous notez également que nous aurons une subvention supplémentaire de l'ARS pour le centre de vaccination, mais qui sera versée pour l'année 2021, mais en 2022, et elle ne peut pas apparaître ici puisqu'on n'a que les chiffres 21. En ce qui concerne les dépenses, vous avez les dépenses non réalisées, donc ça c'est un gain, enfin moins de dépenses, là aussi comme en 2020, des prestations annulées, des animations annulées, des subventions qui n'ont pas versé, mais à l'inverse, des dépenses supplémentaires, notamment pour le centre de vaccination. Vous voyez là à 257 781. Donc avec la compensation de l'État, qui s'élèvera à 500 781, nous devrions avoir quand même un solde à 1 624 133 comme charge, comme coût global du Covid sur l'année 2021. Ce qui n'est quand même pas une mince affaire. Cette répercussion, elle est aussi importante, évidemment, de la crise Covid sur la slide suivante, qui concerne évidemment l'impact sur notre épargne. Donc là, on est vraiment sur l'impact par rapport à l'effet Covid. Et on voit que ça amène une diminution de notre autofinancement. Mais à l'inverse, si on neutralise, vous regardez la colonne jaune, si on neutralise cet effet Covid, bien là, notre épargne brute aurait pu atteindre un niveau proche de celui de 2019, qui est toujours l'année de référence, puisque 2020 était perturbé aussi par la crise. Voilà, donc il est plutôt à considérer que cette baisse de l'épargne est une baisse conjoncturelle. Passons aux indicateurs. On va passer assez rapidement aussi. Il y a deux tableaux successifs qui peuvent être lus ensemble quand même, qui sont intéressants. Ce premier tableau qui concerne 2021, vous voyez les 4 années, mais c'est la colonne 21. Nos différents ratios semblent se dégrader cette année, mais là aussi c'est un effet conjoncturel de la crise sanitaire, et puis un léger repli de nos dépenses d'équipement. Je ne vais pas rentrer en matière complètement, je préférerais qu'on lise l'indicateur suivant, qui est l'indicateur des comparatifs, qui me semble intéressant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a toujours eu ce tableau des indicateurs en comparatif sur plusieurs années, mais nous avions une référence les années précédentes avec des chiffres donnés par l'Association des villes moyennes, Île-de-France, mais en l'occurrence, les chiffres n'ayant pas été mis à jour, je l'avais mentionné l'année dernière en DOB, cette année nous avons cherché d'autres sources, et c'est pour ça que nous vous proposons un tableau avec des comparatifs sortis de la DGFiP, qui nous permettent d'avoir un comparatif avec des villes de la taille auxquelles nous appartenons, dans la strate de 20 000 à 50 000 habitants. Pour l'ensemble de ces indicateurs, vous voyez que la ville se positionne quand même cette fois-ci favorablement par rapport à la moyenne nationale. Et là, c'est l'illustration quand même concrète de notre gestion, qui est donc et du fait que nous évitons souvent un recours à l'emprunt trop important, que nous dégageons des moyens nécessaires à la fois en fonctionnement pour la réponse des habitants et en investissement pour les projets liés à la transformation de la ville. Pour les dépenses d'équipement, la ville est au-dessus de la moyenne à 42,4%. Et ce qui concerne la capacité de désendettement, la ville est mieux placée que la moyenne, à 3,8 en cours de la dette sur l'épargne brute. Quant à l'annuité de la dette sur les recettes de fonctionnement, elle pèse moins sur notre ville qu'elle ne peut le faire sur les villes de la même catégorie. Donc là encore, vous voyez des marges de manœuvre intéressantes à ce niveau. Nous allons entrer cette fois-ci sur la partie fonctionnement. Donc là, évidemment, la slide est construite avec les CA comme point d'ancrage, le réalisé 2021 et quelques éléments qui peuvent vous donner les lignes de prospective possibles pour le BP 2022. Ces données, elles sont évidemment sujettes à variation. On verra en fonction de ce qui se passera dans les quelques semaines à venir et de ce que nous pourrons vous présenter à la fin du mois de mars. Donc, si on revient à le réalisé 2021, d'abord, les recettes 2021 montrent une légère augmentation. Vous voyez que le taux qui est noté, c'est 1,27% à 50 707 000 euros. Et cette progression reste quand même encore assez inférieure à celle qu'on a pu constater notamment en 2019. Et qu'on a pu enregistrer en tout cas avant le Covid. C'est donc bien l'impact de la crise. Et même si il y a un redémarrage de l'activité qui semble montrer que les ressources, elles aussi, augmentent, mais malgré tout, il faut voir que cette augmentation est quand même
moins forte que l'augmentation des besoins pour la réponse aux habitants. Les recettes de gestion courante s'élèvent à 50 504 000 euros. Ce sont les produits des contributions directes que vous voyez sur la ligne suivante. Et je vous invite à lire il faut mieux lire ces deux lignes suivantes, c'est-à-dire le produit des contributions directes et les allocations compensatrices ensemble, les allocations compensatrices de l'État. Le produit des contributions directes passe à 18 millions, avec un taux donc plus de 6%. Mais sa lecture est liée donc aux allocations compensatrices qui, elles, vous voyez, diminuent à 197 000, parce qu'en fait, il y a un mouvement croisé du fait de la réforme de la TH, et les allocations compensatrices données par l'État pour la TH sont englobées dans le coefficient correcteur, qui est considéré comme un produit d'impôt, et donc qui revient dans le produit des contributions directes. Il y a évidemment un montant qui est très fort, qui est celui des fonds frontaliers, avec 11 059 000, donc plus de 72 000 euros. Des droits de mutation qui ont vraiment une montée en puissance énorme, à 2 286 000, soit plus de 420 000 euros. On est là vraiment dans un effet de rattrapage qui est dû au retard pris en 2020 par les services fiscaux. Donc c'est un montant exceptionnel. Il faudra être plus prudent pour l'année à venir. C'est pour ça que vous avez une projection pour BP 2022 qui reste prudente. La diminution, vous voyez ensuite les éléments liés à la diminution des AC, qu'on a vu tout à l'heure, la compensation communautaire, des AC. Vous avez aussi la compensation de l'État, qu'on met là, mais à titre provisoire. Voilà, qui nous donne quand même des éléments intéressants. Et puis là, voilà. Si nous nous projetons à partir de là, oui, c'est vrai qu'on peut regarder ça, vous avez raison, monsieur. L'évolution de la dotation forfaitaire. Cet élément de dotation forfaitaire, vous voyez, je l'avais évoqué tout à l'heure, vous voyez la perte qui est subie depuis 2013. Donc là, on a une certaine stagnation, mais quand même pour 2022, il est fort probable qu'on aura encore une petite diminution. Si nous nous projetons dans la perspective du budget 2022 encore, en raison de l'augmentation des valeurs locatives sur les locaux d'habitation, on devrait bénéficier encore d'une augmentation du montant des contributions directes. Elles seront cette fois-ci durables. Si le casino est encore affecté par la crise, il y a quand même nettement une reprise des recettes et on espère se rapprocher des 3 millions pour 2022. Les fonds frontaliers semblent quand même plutôt plus stables, même si on doit toujours rester prudent, mais quand même on pourra rester sur un montant proche de ce qui est arrivé et perçu réalisé en 2021. Et les autres recettes vont augmenter progressivement en fonction de la reprise. C'est normal, notamment les droits de place. Il y aura une redevance de Château Rouge. Et puis, toujours une prudence pour les droits de mutation, je l'ai dit tout à l'heure. Si nous nous attachons un petit peu plus en détail, sans rentrer trop en matière, mais quand même, c'est toujours intéressant de regarder cette slide sur les bases d'imposition. Donc le produit attendu pour 2022 devra atteindre 18 261 768. Il y a la part de la majoration également de la TH sur les résidences secondaires que vous voyez en dessous, à 368 546, plus de 100 000 quand même par rapport à l'année dernière. Et en ce qui concerne l'évolution des bases en elles-mêmes, vous voyez sur le tableau entre les différentes catégories de taxes, les variations sont de 3,8, quasiment 3,8 pour le foncier bâti et de 4 pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Ça reporte sur la forte augmentation des valeurs locatives cadastrales, que vous avez toujours en bas de page, pour les locaux d'habitation. Et ça, ce sera applicable à partir de 2022. Le coefficient correcteur que vous examinez en dessous, là, sur la partie gauche, vous voyez qu'il y a un coefficient directeur en 2021 qui avait été fixé et qui a été remodifié pour l'année 2022, au cours de l'année 2022. Il va passer à 1,1331. C'est suite à la loi de finances, en fait, qu'ont été intégrés, là aussi, les retards pris par les services fiscaux sur les rôles supplémentaires. Donc, concernant la TH résidence principale. Donc ça, c'est un avantage. Ça augmente nos bases notifiées. Voilà. Il y a aussi un travail qui avait été mené par la ville, je ne sais pas si vous vous en souvenez,
pour les logements vacants et ça produit également ses fruits. Donc un produit attendu à 18 630 314 probablement pour l'année 22. Nous pouvons passer aux dépenses de fonctionnement. Donc vous voyez que les dépenses de fonctionnement ont un taux de progression de 3,08. Elles sont à la hausse en raison évidemment de la reprise d'activité principalement de nos services par rapport à 2020 qui était une année assez calme, mais aussi malheureusement une inflation qui a marqué les dépenses de services. Elles atteignent donc 43 735 000, qui est un montant en évolution. Il y a évidemment un effet de rattrapage par rapport à 2019, c'est évident. Les charges à caractère général que vous voyez en dessous ont une augmentation de 14%, mais elles sont quand même toujours inférieures à 2019. Les charges de personnel sont à hauteur de 26 395 000 pour le réaliser 2021. Donc ça, c'est une progression à 0,21% que vous voyez là. Mais en fait, si on neutralise le transfert du conservatoire qui s'est passé en 2021, on serait plutôt à un taux de 2,7. La subvention au CCAS est en progression. Bon, c'est pas très étonnant. Les subventions aux associations sont en diminution parce qu'il y avait des activités en moins et touchées par le Covid. Et les intérêts de la dette sont également en diminution. Et ce n'est pas dans une période de crise sanitaire, ou en tout cas de conséquences de la crise sanitaire, que nous aurons à diminuer ces services rendus à la population. Les perspectives 2022 par rapport à sa dépense réalisée en 2021 pour le BP 2022. Donc vous voyez que la projection laisse supposer une hausse des dépenses de fonctionnement quand même. On est plutôt, vous voyez qu'à chaque fois, on est sur une augmentation des charges à caractère général, des charges de personnel, également des subventions. Pour les charges à caractère général, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une augmentation des prix des matières premières et de l'énergie. Pour les charges de personnel, on serait plutôt à 27 917 000, soit une progression assez importante, mais qui est vraiment en lien avec les projets nouveaux qui se mettent en place en matière d'éducation, de jeunesse, mais aussi de propreté et d'accompagnement social. De nouveaux postes seront à mettre en place et ils vont être créés pour répondre aux besoins des habitants. Je vous rappelle que la population DGF continue d'augmenter sur notre ville. Et ce sont des réponses non seulement par rapport à de nouveaux besoins, mais c'est des réponses aussi en qualité qui doivent être menées pour notre population. Je laisse sous silence le GVT qui est obligatoire et puis l'introduction là aussi de la conséquence aussi de mesures nationales. On peut-être un petit focus sur la progression du charge de personnel, monsieur. Voilà, ça nous donne un élément de BP à BP. Alors BP, c'est pas le réalisé, mais de BP à BP. Donc on a une marche en 2022, mais qui correspond évidemment aussi à ce que j'ai dit sur un certain rattrapage et une nécessité de répondre aux besoins des habitants. Il y aura aussi des dépenses nouvelles pour des projets nouveaux. Préparation à la piétonisation, propreté, participation citoyenne. Les subventions aux associations vont augmenter également, notamment nous réglons là aussi une subvention à Château-Rouge pour la location de la nouvelle salle, plus importante, sans oublier le CCAS qui aura une augmentation également pour renforcer son accompagnement auprès des personnes éloignées de l'accès aux droits, sans parler du numérique. Voilà pour la partie fonctionnement, donc un équilibre qui est important. Si nous passons à l'investissement, vous avez ici dans la même slide les recettes et les dépenses. Si on regarde d'abord les dépenses, nous sommes avec 19 668 000 dépenses en dépenses d'équipement pour le réaliser, et nous sommes plutôt sur une contraction de ces dépenses d'équipement qui, mais pour autant, elles étaient de 24 millions en 2020. Cette différence est en partie liée à également près de 2 millions en tout cas pour d'une facturation qui n'a pas eu lieu sur l'année 2021 qui aurait monté le chiffre. Facturation concernant le PEM. Pour les recettes, elles s'élèvent à 19 40 000. Elles sont évidemment moins fortes que le CA 2020, mais ce que j'attire surtout votre attention sur le recours très raisonnable à l'emprunt. On est à 4 millions, c'est 2 emprunts de 2 millions.
Et puis, sur le niveau de subvention, qui est assez intéressant, de participation à 3 767 000, que vous voyez là, qui était pour les gros projets, le PEM, Château Rouge, l'école des Hutins. Voilà, qui étaient quand même des choses importantes. Voilà. Donc, si on projette pour 2022, c'est pas là qu'on va le voir, parce que la projection 2022 d'investissement, on va l'examiner dans le cadre de la prospective financière de ce qu'on appelle la PPI. Peut-être quelques éléments pour continuer à vous donner de la matière sur l'évolution des besoins de financement. Alors là, vous savez qu'on est sur un graphique qui présente cette évolution, mais il faut savoir que si le besoin est couvert par les réserves de la collectivité, le besoin est positif. Si à l'inverse, les ressources sont inférieures aux dépenses, ben le besoin est négatif. Donc c'est pour ça qu'on voit les éléments. En 2021, le besoin est de 16 896 000 et ça traduit un équilibre entre les recettes définitives et les dépenses totales hors emprunt. Il n'y a pas besoin de financement supplémentaire. Moins 16 millions, pardon. L'évolution des dépenses d'équipement. Donc là, on voit quand même une évolution qui grandissait petit à petit. L'année, les 16 400 000 de l'année 21, vous savez qu'il y a eu une baisse, comme je le disais tout à l'heure, qui est liée aussi à cette notion de facturation qui n'a pas été faite, qui nous aurait augmenté le réalisé. Mais il faut savoir surtout que cette évolution des dépenses d'équipement est forte parce qu'elle est soutenue par un autofinancement lui-même fort, autofinancement qui est géré, évidemment, qui est issu d'une gestion financière rigoureuse, notamment pour des dépenses cadrées de fonctionnement. Pour 2022, les prévisions possibles des dépenses d'équipement sont plutôt estimées à 19,4 millions. On va retrouver les grands sujets dans la partie finale, mais nous avons là, évidemment, l'école Jean Mermoz, le gymnase des Hutins, la tranquillité publique, la maison de santé, la passerelle de l'Arbre. Enfin, on viendra un peu plus en détail après. Le graphique sur l'évolution de l'encours de la dette, il donne cette évolution et vous voyez qu'elle est assez maîtrisée puisque c'est une légère augmentation à 30 500 000. Mais comme nous l'avons vu avec les indicateurs précédents, quand je vous ai présenté les deux tableaux, elle reste de toute façon, cet encours de la dette largement inférieur aux villes moyennes comparables. Pour la suite, l'évolution de l'épargne. Donc, on a l'épargne brute en bleu et l'épargne nette en gris. L'épargne brute atteint 6,9 millions, et donc en diminution par rapport à 2020. Mais si on neutralise l'impact Covid, elle aurait été proche du niveau de 2019, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, le montant est quand même de toute façon toujours très intéressant pour assumer les investissements. Et l'épargne nette suit cette dégradation. Pour la projection 2022-2023, c'est une reprise sur laquelle on table, une reprise qui devrait nous permettre de nous rapprocher du niveau de 2022. Mais quant à l'épargne nette, en raison de la charge de remboursement du capital, et puis également en fonction de l'annuité de la dette, eh bien cette épargne restera un peu tassée. Bon, il faut garder espoir. C'est vrai que quand on examine celui de l'évolution de l'annuité de la dette, celui-ci, en tout cas, nous constatons qu'il y a bien une forte diminution avec donc des escaliers dès 2024, avec près d'1 million. Donc ça, c'est le profil d'extinction de la dette qui est en cause, et des emprunts lourds qui sont achevés. Et puis, ça nous permet donc à nouveau de recours à l'emprunt 2024. Et puis, pour ceux qui ont de l'espérance et puis une vision d'avenir, également une diminution supplémentaire en 2028. Voilà, tout ça sans oublier le faible endettement de la ville. L'évolution du recours à l'emprunt. Donc là, on a essayé de vous montrer aussi ce qu'est la pratique de la ville, puisque vous savez que nous avons toujours dans le BP, on envisage le recours à un emprunt
systématiques. Donc, vous voyez, en 2020, 7,5 millions, en 2021, 7,750 millions. Pour 2022, peut-être 8,3 millions, mais de toute façon, ces emprunts prévisionnels du BP seront corrigés OBS avec la reprise des excédents. C'est pour ça que vous avez la colonne bleue qui est indiquée en emprunt prévisionnel après le BS. Et donc pour l'année 2022, nous serons plutôt sur 4 500 000 finalement en emprunts finaux. Donc ça, c'est pas une tradition, c'est une pratique que nous avons et qui marche très bien et qui nous permet de gérer correctement, de ne pas alourdir, encore une fois, notre dépendance à l'emprunt. Voilà pour l'investissement, voilà pour le fonctionnement, voilà pour l'investissement. On va passer à la prospective cette fois-ci, pour aller le plus vite. Notre niveau d'autofinancement est touché par le Covid, mais il reste quand même encore intéressant, comme vous l'avez pu le voir sur les graphiques, avec notre bonne gestion financière. Il permet donc toujours d'envisager un niveau d'investissement haut, proche des 20 millions par an. Et les capacités d'emprunt restent également intéressantes dans un contexte de taux très avantageux. Tout cela en continuant évidemment à rechercher les subventions nécessaires pour soutenir ces projets. En ce qui concerne la PPI en elle-même, cette prospective pluriannuelle d'investissement, la prospective fait partie intégrante du rapport d'orientation. Elle apporte donc la vision prospective, évidemment, comme elle est nommée, mais aussi synthétique des investissements qui sont voulus et inscrits par l'équipe municipale dans des axes définis comme prioritaires. Nous sommes sur la transition écologique, nous sommes sur la compensation des inégalités, sur l'éducation, nous sommes sur l'urbanisme durable, garantissant la qualité de vie. Cette PPI, elle est évidemment rendue possible, comme je l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises, comme vous avez pu le voir dans les tableaux, par l'ensemble des résultats favorables que nous avons exposés. Et ces résultats sont issus de la gestion cadrée que nous menons depuis des années. Les prévisions de cette PPI sont régulièrement réactualisées, chaque année en fait, en fonction de la réalisation des réalisations effectuées, en fonction de l'évolution des projets, en fonction de la réactualisation des prix. Et notre PPI est présentée en deux catégories. D'abord, les grands projets, on reviendra après, à hauteur de 73 millions, et les dépenses récurrentes. Donc vous voyez là les 38 millions répartis avec 7 millions par an, 7,6 millions par an, qui sont répartis, vous voyez, sur des espaces publics, patrimoine bâti, acquisition foncière, véhicules et engins, c'est-à-dire le quotidien aussi de nos services. Pour les grands projets, 73,3 millions, ils se répartissent sur les opérations terminées, ils se classent en opérations terminées, en travaux en cours et en études en cours. Si c'est toujours difficile d'aller choisir, je ne vais pas vous faire la liste de tout ça, c'est inutile, vous les avez lus. Peut-être cependant attirer l'attention sur certains d'entre eux. En ce qui concerne les grands projets opérations terminées, il n'est pas étonnant que l'extension de Château-Rouge soit indiquée à cet endroit-là. Pour les travaux en cours, cette fois, toujours les travaux du PEM qui sont encore à haut niveau, le gymnase, l'extension évidemment d'école Mermoz, le gymnase des Hutins, la maison de santé, parmi d'autres que je mentionne. En ce qui concerne ensuite les études en cours, nous avons les études pour l'école Louise Michel. Voilà. Merci, monsieur. L'école, les travaux, les études en cours pour les travaux de l'école Louise Michel, la passerelle sur l'Arve, la piétonisation, qui est un gros morceau, le péricentrique étoile amoureux ou la requalification d'Aubrac-Verdun, les serres urbaines. Donc, vous voyez, c'est des choses très, très différentes. Ou encore le stade Jantet, les halles alimentaires qui sont sur la slide suivante. Bon, c'est vrai qu'il faut vous laisser le temps de lire quand même, c'est toujours important. Mais les halles alimentaires, le centre de loisirs, la crèche, on change de type de sujet, l'épicerie sociale, le parc du Brouat. Voilà. Soit un total entre ces grands projets, monsieur le maire, et les dépenses récurrentes de 111 358 000 euros. Voilà la présentation la plus simple et la plus rapide que j'ai pu faire jusqu'à maintenant.
Ce que je voulais quand même rajouter, qui est conforme à la conclusion que vous avez lue dans le ROB, si les contraintes sanitaires s'allègent peu à peu, il faut quand même mentionner que les conséquences de la crise Covid-19 continueront à produire des effets pendant encore de nombreux mois. Fortement impliquée depuis ces 2 années de crise, la ville ne va pas arrêter d'apporter son soutien aux habitants, un soutien de qualité par un accès aux services de qualité, en répondant évidemment aux nouveaux besoins, mais aussi en investissant dans des mesures publiques d'accompagnement. Nos recettes de fonctionnement ont été marquées par la crise, c'est certes, c'est vrai. Et la gestion rigoureuse de nos finances, de notre budget, permet quand même à la ville de dégager un autofinancement suffisamment intéressant pour répondre aux besoins de nos habitants en matière de développement de services, mais aussi en matière de développement de structures pour nos habitants. C'est donc dans un contexte de fin de crise sanitaire et de nécessaire prise en compte de ses conséquences que la ville poursuit son programme d'action municipale, d'accompagnement à l'accès aux services, éducation, culture, sport, droit, de compensation des inégalités économiques, solidaires, logement, de soutien à l'animation et à la dynamisation évidemment du centre-ville et de ses activités économiques, mais également de l'approfondissement de la transformation durable, écologique, verte de nos espaces publics, de nos espaces de respiration, par la mobilité, la rénovation énergétique, l'urbanisme. Soutenue donc par notre capacité d'action budgétaire et financière, la ville peut relever les défis sociétaux et environnementaux qui marquent notre territoire. Elle renforce son identité ainsi de ville durable et innovante, de ville inclusive et solidaire, de ville animée et attractive. Voilà. Merci à tous de votre écoute. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Madame Lachenal, pour cette présentation qui est complète, d'autant plus que vous aviez dans les documents préalablement à ce conseil le rapport écrit que vous avez pu consulter. Donc voilà, les grandes lignes ont été données. Je ne vais pas les reprendre, évidemment. Je vais plutôt vous laisser la parole si vous avez des questions, des remarques, des suggestions à faire, puisque nous sommes au moment du débat et que le budget viendra dans un mois. Voilà. C'est ça, 31. Qui est-ce qui veut prendre la parole? Oui, Madame Matougui. Bonsoir. Alors, c'est un exercice un petit peu difficile pour moi ce soir parce que j'aimerais juste rappeler de la position de laquelle je parle. Je faisais partie... on est là pour débattre au niveau de l'orientation budgétaire. Et le budget, c'est un peu la mise en place du programme de la majorité municipale. Un programme pour lequel, c'est une évidence pour tout le monde, tout le monde le sait, j'ai été élue également, tout comme vous. Voilà. Alors, en même temps, c'est une difficulté pour moi parce que c'est en même temps défendre ce programme, parce que je l'ai porté, j'ai fait campagne auprès de l'équipe municipale. Et d'un autre côté, c'est aussi d'avoir, en tant qu'élu, mon rôle m'exige à le regarder de très près. Alors, bon, je vous ai entendu dire qu'il y avait une bonne gestion, une très bonne gestion. Ce qu'on peut penser par apparence, toutefois, je rappelle juste, et c'est un problème, ça a toujours été notre problème entre nous, à l'heure d'aujourd'hui, la ville est obligée de discriminer pour donner l'accès à la cantine scolaire. Donc, il y a une inégalité, on ne respecte pas le principe numéro 1 du service public, qui est de permettre l'égalité de tous devant le service public. Ça m'a toujours causé problème, ça me cause toujours problème, et je pense qu'il est de notre responsabilité à tous de trouver une solution rapide à ce problème. Parce que plus ça va et plus ça engendre des difficultés au niveau des parents. Je le vois, vous savez très bien mon engagement associatif extérieur à ce conseil municipal.
Donc moi, je le vois tous les jours sur le terrain. Il y a une vraie difficulté et il faut penser cette difficulté et mettre des solutions en conséquence. Il y a un autre souci qui m'inquiète beaucoup. Vous avez eu, alors on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que quand on a parlé du contexte économique dans lequel était réalisé ce DOB, vous avez parlé de la dotation qui baissait. Il était important peut-être aussi de rappeler que les deux rapports essentiels qui ont été sur 2021, il y a eu le rapport Arthuis, et puis qui a fait pas mal de débats, et puis le dernier qui est venu le confirmer, le rapport de la Cour des comptes concernant les finances publiques. Et même si le rapport de Arthuis ne le disait pas directement, on peut s'attendre à une période d'austérité. Bon, maintenant, c'est vrai que au niveau présidentiel, il y aura peut-être du mouvement, mais dès lors où la Cour des comptes nous confirme ce rapport, on peut s'attendre à ce que il va falloir faire de grosses économies, et donc d'où l'importance de devoir prioriser nos dépenses correctement. Et qu'elles répondent au mieux aux besoins des administrés. Alors, ceci étant dit, je ne suis pas non plus là que pour faire des critiques et peut-être aussi amener un angle de débat. Penser la vie durable, c'est la pensée sur du long terme. On a dit on va faire d'Annemasse une ville d'avenir. C'était notre leitmotiv de campagne. Et donc, comment faire de cette ville une ville d'avenir ? Le mieux, c'est de la penser d'une manière durable, de la penser sur du long terme, et de la penser de manière à ce que notre jeunesse, déjà, pour commencer, elle puisse y espérer un avenir. Alors, la pensée aussi, c'est la pensée aussi par rapport à l'inclusion de tous. C'est penser une ville dans laquelle on pourra vivre, quel que soit notre niveau de revenu. Et cette difficulté-là, c'est dès à présent qu'elle se pense, parce que penser de grandes réalisations, c'est bien, c'est beau, c'est grand. Mais ensuite, qui aura les moyens, quand il faudra peut-être mettre un jour la main à la poche au niveau de l'impôt, qui aura peut-être les moyens de continuer à vivre sur Annemasse, parce qu'il va bien falloir payer, il va bien falloir financer tout ça. Toute dépense que nous faisons, que nous faisons sans l'avoir vraiment maîtrisée dès le départ, on va devoir à un moment donné payer les pots cassés. Là, je parlais du problème de cantine scolaire qui est encore... c'est une mauvaise gestion passée qu'on traîne et qu'il va falloir à un moment donné forcément résoudre. Et ça va impacter nos finances. D'une manière comme d'une autre, ça va impacter nos finances. Donc il va falloir trouver aussi comment pouvoir équilibrer tout ça. Alors, pour moi, j'ai entendu parler des constructions modulaires. Vous en avez entendu parler aussi. Et je pense que c'est une solution rapide pour avoir des cantines, des espaces. Et la cantine qui nous manque, les espaces. Voilà. Donc, ce serait... l'avantage du modulaire, c'est vrai que ça permet aussi de pouvoir le replacer autrement, autre part. Et ça pourrait... Voilà. Bon, je poursuis, il interviendra après. Voilà. Ensuite, il y avait donc le nouveau projet dont vous parlez beaucoup, qui est la piétonisation. Il y a un grand débat encore qui se pose avec... Alors, on avait vu déjà au niveau de la campagne, mais il est encore persistant et on voit que
Au niveau de la concertation, c'était pas vraiment ça. Et que peut-être cette concertation, elle a besoin d'être encore travaillée, peut-être encore mieux travaillée, peut-être travaillée différemment. Et pourquoi pas, plutôt que d'investir ou de vouloir prévoir des investissements importants au niveau de la piétonisation, pourquoi pas simplement s'imaginer qu'elle existe déjà, c'est-à-dire fermer les accès aux véhicules, faire en sorte que, laisser les rues uniquement pour les piétons, et ce qui permettrait de pouvoir récolter plus facilement des données qui nous sont nécessaires qui pourraient même servir pour cette concertation. Je m'explique. Vous avez d'un côté les riverains qui, pour eux, pourraient se dire, finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rentrer chez moi, d'avoir ma rue calme, de pouvoir... ça ne me dérange pas d'avoir une rue piétonne près de chez moi. L'essentiel, c'est que j'y accède facilement et que je puisse circuler facilement pour m'y rendre. D'un autre côté, vous avez les commerçants qui disent « mais attention, nous, on aimerait que quand même, ce ne soit pas que les Annemassiens qui viennent, mais aussi les gens extérieurs. Comment faire venir tout ce monde-là jusqu'à nous ? Et si vous fermez l'accès aux véhicules, forcément, ça va jouer sur nos commerces, sur nos chiffres d'affaires. » Là, concrètement, on a des projections, mais on n'a pas vraiment de données. Fermer les voies d'accès et laisser se dire qu'on a cette rue piétonne comme on la projette, l'imaginer en fait comme on la projette, ce serait aussi peut-être pouvoir rectifier en temps et en heure ce qu'on aura mal fait et on pourra peut-être mieux apporter des corrections futures plutôt que de s'engager dans des gros travaux et de revenir derrière en disant non, finalement c'était peut-être une mauvaise idée ou on va peut-être faire différemment. En tout cas, concernant cette piétonisation, j'en entends souvent parler. Les avis divergent. Alors, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, mais c'est important d'écouter tout le monde. Et le mieux, je pense, c'est déjà de travailler la concertation, cette concertation autour de cette piétonisation. Et on ne peut pas se réjouir de ce qu'on a obtenu jusqu'à présent. Je pense que c'est nécessaire de pouvoir peut-être récolter un peu plus de données, que ce soit au niveau des commerçants. Ils pourraient, eux aussi, nous fournir de la donnée en disant on a eu tant de franchissements de portes, on a eu tant de chiffres d'affaires en plus, on a eu tant, la clientèle est devenue, c'est plus tel type de clientèle. On pourrait même les accompagner, en fait, sur cette production de données. Comment faire un questionnaire auprès de leur... Je peux vous demander d'accélérer un petit peu parce que si chaque intervention, c'est pas un rapport que l'on fait. Non, c'est tout à fait intéressant, mais je vous demande simplement par respect pour le déroulement de l'Assemblée d'aller au cœur de vos questions qui sont intéressantes et auxquelles on essaiera de répondre, mais d'y aller le plus rapidement possible. Merci. Ça prouve tout l'intérêt que vous portez à ce que je dis. Oui, alors, mais il ne suffit pas de le dire, il faut aussi écouter. Vous pouvez, si vous voulez, continuer là-dessus. Je vais m'arrêter sur ce problème de piétonisation. En tout cas, ce qu'il faut, c'est peut-être mieux le retravailler avant de se lancer dans des grands financements. Et ces financements, ce serait peut-être intéressant de les mettre ailleurs. Ou alors, vous savez que tout grand projet mérite qu'il y ait une adhésion. C'est pas de faire des choix dans son coin et puis de se dire, pour obtenir pour avoir au mieux l'adhésion des habitants autour de ce projet-là. Enfin, pas que des habitants, des commerçants également, et puis de tous ceux qui vont... je l'espère, animer la ville de leur présence. Ce serait peut-être intéressant de pouvoir le repenser autrement avant de mettre de gros financements dessus.
Et en fait, c'est vraiment, donc pour reprendre ce que je disais au départ, c'est vraiment d'équilibrer les dépenses d'une autre manière en priorisant voilà, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire le problème, en faisant d'une urgence ce problème de cantine scolaire. Il y a des solutions pour le résoudre rapidement. J'ai participé au groupe de travail qui avait été mis en place au moment où il y avait eu la pétition faite par les parents d'élèves. On avait quand même ramené pas mal de pistes, j'ai repris mes notes, et c'est vrai qu'il y avait eu ce problème-là. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Gaconnet. Oui, bonsoir à tous. Déjà, on est en N+2 après le mandat, on est en 2022, et c'est une première fois en fait que vous n'augmentez pas les impôts en N+2. Ou alors ça serait pas un débat, Monsieur Boucher. Mais en tout cas, on pourra remercier bien sûr l'augmentation des bases qui ont peut-être joué un rôle dans cette décision, mais je tenais quand même à le préciser. Vous avez commencé par un long chapitre sur les employés qui sont bien évidemment fondamentaux dans la bonne démarche de notre institution. Moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est la pyramide des âges. On va être très clair, voilà, on est plus vers le haut que vers le bas. En plus de ça, il y a une cinquantaine de postes vacants, et on se rend compte malgré tout que les personnes qui viennent d'un peu plus loin que la Haute-Savoie ou même au-delà d'Annecy, ces gens n'ont pas vocation à rester. Et en fait, je me posais une question de savoir s'il n'était pas possible, vu le taux de chômage, alors on est dans une ville aussi très inégalitaire, beaucoup sont de l'autre côté de la frontière et beaucoup restent ici, le taux de chômage est environ à 10%, enfin 7,5%, un peu plus dans les quartiers prioritaires, et je me demandais s'il n'était pas possible, vous allez me dire peut-être que vous le faites déjà, mais de créer une cellule de recrutement spécifique pour les habitants d'Annemasse ou de l'agglomération, pour vraiment que les gens s'impliquent dans cette ville, mais surtout ils restent, et ça c'est la priorité. Et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de jeunes qui restent un peu sur le carreau au niveau de l'emploi dans notre secteur, notamment ceux qui manquent peut-être de formation ou d'apprentissage. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être tenter de mettre une cellule de recrutement spécifique pour les jeunes de notre ville, en tout cas peut-être pour les moins de 25 ans, pour les voir progresser dans l'avenir dans notre ville, et bien sûr qu'ils restent et qu'ils s'identifient. Et je pense notamment aussi aux policiers municipaux, parce que je pense que c'est important d'avoir des gens du territoire ou du secteur qui sont identifiables par d'autres. Je vais en revenir après. C'est vrai que vous l'avez dit, c'est un budget Covid, et effectivement, il y a une incidence. Il y a l'incidence aussi de l'inflation qui est notable. Et c'est vrai que ça provoque aussi quelques remous, notamment sur les subventions du casino. Et c'est pour ça que j'appelle à tous mes collègues conseillers à aller jouer au casino pour arriver aux 3 100 000, parce que j'aurai encore un peu de doute que cette année, on arrive à 3 100 000. Mais c'est une prévision, et on verra les chiffres l'année prochaine. Décidément, je donne beaucoup de bons points, je vais quand même faire attention à ce que je vais dire, mais je voudrais aussi saluer le travail qui a été fait par les agents des services au niveau des subventions et participations. Parce que c'est vrai qu'on en a débattu il y a quelques mois en arrière ici, et on se rend compte par l'apport des 3,5 millions qui ont été captés l'année dernière et qui peuvent en appeler d'autres, que c'est quand même un poste extrêmement stratégique et qu'il faut bien sûr densifier et améliorer autant que possible. J'en reviens sur les grands projets. Moi, j'adore, vous savez, parce que c'est toujours un catalogue qui me fait rigoler, qui me fait rêver, qui me fait briller les yeux. Et alors, vous allez me dire, il y a des choses qui sont engagées. On va pas aller faire ligne par ligne. Il y en a deux qui me posent souci. Les halles alimentaires, ça doit faire à peu près 13 ans qu'on les voit, ou 14 ans qu'on les voit dans ces grands projets en cours. Avec toujours une somme qui est fléchée à côté. Je pense qu'on aurait peut-être déjà payé au moins 3 fois la halle alimentaire avec toutes les sommes qui ont été projetées ici. Alors, bien sûr, vous allez me dire, elles n'ont pas été utilisées, j'en conviens. Mais il n'empêche qu'on aimerait bien que ce projet qu'on partageait les deux équipes voie vraiment enfin le jour. J'ai pris connaissance de vos propos dans la presse, monsieur le maire, pour nous expliquer que c'était compliqué. J'en doute pas.
mais avec de la volonté, on peut faire beaucoup de choses, et quand ça devient un projet prioritaire, c'est toujours appréciable. Et c'est ce que je fais aussi par rapport à, un peu la critique que je fais par rapport à ce merveilleux catalogue, c'est aussi peut-être de le couper en deux avec des projets vraiment prioritaires et peut-être des projets moins prioritaires. Ce qui m'inquiète dans ces grands projets cités, c'est qu'il y en a quelques-uns qui n'apparaissent pas et qui, moi, me posent un problème, parce que s'ils n'apparaissent pas, c'est qu'on les verra probablement pas du tout du mandat. Vous aviez évoqué dans votre campagne et dans votre programme une augmentation des caméras de vidéosurveillance. J'en vois absolument aucune dans les grands projets. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas des grands projets, c'est peut-être mais quand je vois des sommes à 180 000 euros ou à 45 000, par exemple, pour la piétonisation-acquisition, je me dis qu'on pourrait voir un équipement de caméras de vidéosurveillance supplémentaire. Et enfin, deux qui me portent vraiment, qui me tiennent vraiment à cœur, je l'ai expliqué dans la presse il n'y a pas longtemps, ce sont les villas les deux villas qui sont dans nos parcs annemassiens, qui sont dans un état triste à mourir et qui mériteraient d'être vues. La villa de la Fantasia et la villa de Olympe de Gouges. Alors je vois qu'il y a l'aménagement de Parc du Brouat, donc forcément je m'en réjouis, mais aménagement ne veut pas dire rénovation. Et donc il faut vraiment se pencher sur ces deux bâtis qui sont très importants pour notre ville, historiques. Et j'en reviens juste pour finir à la villa de Olympe de Gouges, qui moi, je vous le dis ici, m'inquiète énormément. On avait une commission de travail il y a presque de ça à peu près 4 ans ou 3 ans en arrière dans notre salle du conseil municipal, où on avait évoqué le budget de rénovation de cette villa qui s'élevait à l'époque à peu près à plus d'1 million. Et qui aujourd'hui, on va être très clair avec les travaux du tram, je donne pas cher entre guillemets de sa structure dès qu'il y aura le premier coup de pelle qui sera donné. Voilà. Et ça, j'aurais bien aimé voir dans vos gros projets justement ces deux rénovations de villas historiques de notre ville au sein de parcs tout aussi remarquables. Merci pour votre contribution. On va pouvoir essayer de répondre et de débattre d'ailleurs sur ces sujets. Je vais laisser d'abord la parole à Michel. Je n'avais pas prévu particulièrement de répondre, mais de débattre. Mais de débattre. Oui. Bon, je rappelle à tout le monde qu'un débat d'orientation budgétaire a pour but de conseiller le maire, j'ai envie de dire, de nous conseiller tous ensemble pour le mois prochain sur le vote du budget. C'est-à-dire, en gros, c'est de voir l'équilibre des dépenses et des recettes avec un équilibre de recettes supérieur à celui des dépenses qui permet un autofinancement et qui permet d'investir. C'est ça, le débat d'orientation budgétaire. Donc j'ai entendu effectivement les deux personnes qui se sont exprimées. Non, mais on n'interrompt pas. C'est pas possible. C'est pas la définition du DOB pour moi, c'est la définition du DOB pour tout le monde, y compris pour vous normalement. C'est-à-dire on étudie nos recettes prévisionnelles, nos dépenses prévisionnelles, et on espère avoir, comme dans votre foyer, je le pense, un petit matelas qui nous permet d'acheter des gros trucs. Ça s'appelle l'investissement. Voilà, c'est pas très compliqué un débat d'orientation budgétaire. Ce que j'ai entendu là, de votre part ou de la part de M. Gaconnet, est toujours d'augmenter la part des dépenses. Et ça, c'est effectivement quelque chose que j'ai entendu. Je suis prêt à vous suivre, Madame Matougui, sur la nécessité de développer nos services, y compris le service restauration scolaire. Vous nous dites que nous sommes discriminants, vous parlez de discrimination systématique, nous n'avons pas la volonté d'être discriminants. Ça fait des années que j'essaye de vous l'expliquer, mais que vous ne l'entendez pas, mais c'est pas très grave. C'est un peu compliqué quand même, parce que c'est pas tellement des modules pour asseoir des enfants dont nous avons besoin, mais c'est des personnels pour les surveiller, parce que les modules ne suffiront pas à les surveiller. Voilà, donc c'est pas tellement un problème d'investissement, c'est un problème de fonctionnement.
Et ce problème de fonctionnement est un vrai problème pour notre ville, parce que on a des habitants qui sont exigeants en termes de services. Ils ont raison de l'être. Je veux dire, on a des associations de parents d'élèves dont vous faites partie qui sont exigeants aussi en termes de périscolaire. Ils ont bien raison de l'être. Mais on ne peut pas non plus s'adresser aux citoyens de nos villes, je ne dis pas de la nôtre, hein, mais des citoyens tout court, en disant qu'on peut multiplier les services et que ça ne coûte rien, et quelque part on a une planche à billets qui va réussir à équilibrer tout ça. Ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que des services, moi je suis volontaire pour que des services pour une ville soient à bonne hauteur. J'en suis encore plus volontaire quand il s'agit de services liés à l'éducatif, liés au social. Il y a un certain nombre de services qui sont, je pense, à continuer de développer et qui coûtent et qui vont coûter. Voilà. Et je pense qu'il faut le dire parce que c'est... Voilà. On a quelques recettes de ces services, mais comme on veut qu'ils ne soient pas trop chers pour les gens qui ont peu de moyens, parce que c'est ça être discriminant. C'est rendre des services trop chers pour avoir des recettes. Nous ne sommes pas sur cette base-là. Nous avons des services qui sont payés au quotient familial. Moi, j'en suis très fier. J'en suis très fier parce que c'est le contraire de la discrimination. C'est-à-dire que tout le monde peut y aller. Si on a beaucoup de moyens, on paye une partie du service, pas tout le service, jamais tout le service, mais une partie du service relativement importante. Et si on a peu de moyens, on paye très peu du coût du service. Voilà. Donc moi, je suis favorable au développement de ces services, d'accord, utiles à la population, utiles aux enfants de notre ville, notamment, utiles pour se cultiver, utiles pour le sport. Voilà. Mais je veux dire aux citoyens de la ville, ça a un coût. Ça a un coût. Et que même si vous payez une partie du service, vous ne payez jamais tout le service, le coût du service. Donc, je reprends, donc voilà, donc moi je suis prêt à vous suivre, Madame Matougui, sur le fait qu'on développe des services. Je n'ai aucun problème là-dessus. Ensuite, sur l'investissement, je vais répondre à M. Gacquonet là-dessus. Vous auriez dû nous faire remarquer, M. Gacquonet, vous n'avez pas été suffisamment attentif, mais je vais vous le dire. La liste du catalogue, que vous appelez catalogue de nos futurs investissements, si vous avez lu la somme en bas, M. Gacquonet, elle est de 111 millions. Monsieur Gacquonet, 111 millions, pour une possibilité d'investissement que l'on a travaillé à 20 millions par an multiplié par le nombre d'années, qui est de 100 millions. Ça veut dire que dans cette liste-là, d'accord, il y a un certain nombre de projets, et moi j'en vois pas trop à éliminer très, très honnêtement. Moi je souhaite qu'on les mène tous, et vous en rajoutez d'autres, vous avez sans doute raison d'en rajouter d'autres, ce sont des projets sur 2 villas de nos parcs. Voilà. Bah, là aussi, tout simplement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais le débat d'orientation budgétaire, il est quand même d'aligner les dépenses avec les recettes. Voilà. Alors, monsieur le maire, puisque M. Gacquonet a déjà annoncé que vous n'alliez pas augmenter les impôts, moi je ne savais pas, je vous propose de ne pas le faire, monsieur le maire. Effectivement, on a des bases qui augmentent, je pense qu'il n'est pas utile de toucher les taux. Par contre, nous avons à nous interroger sur la suite, sur les années qui viennent, parce que je constate qu'avec les recettes que l'on a là, d'accord, la volonté de développer des services et la somme que l'on a au bas de nos investissements, ça ne fait pas le joint. Ça ne fait pas le joint. Donc il y aura effectivement des choix à faire, c'est-à-dire soit on fait moins de services, soit on fait moins d'investissements et on ne bouge pas les recettes, soit on va falloir bouger les recettes. Je pense que ce n'est pas nécessaire cette année, mais je pense que la réflexion, elle n'est pas éteinte à tout jamais. D'ailleurs, je pense que moi, je pense que l'impôt est utile
D'accord ? L'impôt, c'est une caisse commune qui nous sert à rendre des services aux gens en ciblant ceux qui ont le plus besoin de la collectivité. Donc moi, je serais peut-être le dernier à ça, mais je trouve l'impôt très utile, moi. Voilà, enfin, j'espère que je ne suis pas tout à fait le dernier, mais c'est quand même pas très à la mode. Voilà, on parle plus de charges ou de choses comme ça que de services rendus. Dernier point, alors bon, M. Gacquenay, effectivement, il y a le tram qui va passer dans la rue du Faucigny, et puis la porte d'entrée du parc avec la villa la villa, elle est rue du Faucigny, mais enfin, comment vous pouvez imaginer, enfin, il y a eu un tram qui s'est fait rue de Genève sur les communes de Gaillard et d'Ambilly, avec des immeubles et des façades de rue beaucoup plus près que la situation dans laquelle sera la villa, donc de la villa Tibérien par rapport au tram. Donc je pense que la villa Tibérien par rapport au tram, elle ne risque absolument rien. Ensuite, je pense qu'on aura même une bonne nouvelle dans ce parc, parce qu'il était prévu de mettre je ne vais pas trouver le terme, pour l'électricité, monsieur le maire, aidez-moi. Un relais pour le tram, un relais électrique. Oui, c'est pas le bon terme, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Pour alimenter le tram, il devait être posé dans le parc à l'entrée, là, et sans doute ça ne sera pas nécessaire. Sans doute qu'on le mettra uniquement au terminus du tram et que ça suffira pour faire fonctionner le tram. Et ça, pour moi, c'était une vraie difficulté sur l'entrée de ce parc. Voilà, donc, écoutez, monsieur le maire, moi je vous conseille en un mot de ne pas augmenter les taux cette année, et puis que l'on continue à réfléchir, tous ensemble si possible, à l'équilibre des recettes et des dépenses, des services que l'on est en capacité de développer, parce que je pense qu'il faut... Alors c'est des frais de fonctionnement, on appelle ça des charges après, mais moi je trouve que c'est ce qui fait la vie d'une ville, les services qu'on rend aux gens, et cette nécessaire rigueur qu'il faut avoir, parce que moi je pense qu'il y a une nécessaire rigueur à avoir, c'est-à-dire qu'il suffit pas d'aligner des dépenses qui seraient plus importantes encore, oui. Il y a une nécessaire rigueur de façon à ce qu'on soit en capacité aussi d'avoir de l'investissement, parce que de l'investissement, c'est du travail, de l'investissement, c'est de l'économie, de l'investissement, c'est aussi l'image de notre ville, et moi j'y tiens beaucoup. Alors je voudrais juste dire, parce que j'ai entendu beaucoup critiquer, je suis vraiment très surpris, la concertation sur la piétonisation, parce que bon, il semble qu'elle se soit pas très bien passée, alors là j'en suis un peu estomaqué, parce que on en a... Alors je dis pas qu'il y a eu des milliers de personnes qui se sont exprimées, c'est pas si simple que ça, mais enfin on a fait du terrain, pas mal de terrain, on a fait du marché, on a rencontré des gens, il y a eu des diverses entrées, et s'il y a un projet qui ne fait pas débat, j'ai envie de dire, qui ne fait pas débat, c'est bien celui de la piétonisation, et cette volonté, elle est partagée, y compris par des gens qui sont peut-être un peu inquiets. Vous parliez des commerçants qui peuvent avoir quelques inquiétudes. Moi, j'ai ressenti de l'enthousiasme avec un peu d'inquiétude liée notamment à la circulation, bien entendu, et la capacité à arriver en centre-ville. Donc c'est plus lié au tram qu'à la piétonisation, d'ailleurs, cette inquiétude. Voilà. Puis je voudrais dire que peut-être que Mme Matougui n'est pas au courant, mais avant de lancer des travaux définitifs sur la piétonisation de façade à façade des rues qui seront nécessaires, il y a dès l'an prochain, enfin dès cette année, pardon, c'était l'an dernier que c'était l'an prochain, maintenant c'est cette année, dès cette année au mois de mai, une phase qu'on appelle phase de préfiguration, c'est-à-dire que sur un périmètre plus restreint, nous allons mettre en place des aménagements provisoires, donc relativement peu coûteux, enfin je dis pas qu'ils coûtent rien, mais relativement peu coûteux, c'est pas du hard dans l'aménagement, qui nous permettent de préfigurer la piétonisation du centre-ville. Voilà, donc je pense que vous en serez satisfait, puisque c'est un peu ce que vous demandez quelque part. Merci. Monsieur Fournier. Oui, bonsoir. Difficile de passer derrière Michel Boucher, parce qu'il a à peu près dit, il a dit tout ce que je voulais dire et bien mieux encore.
Mais effectivement, le sujet ce soir, on parle de budget, puis en fait, on en vient parler de savoir si la cantine discrimine ou pas, et si la piétonisation a bien concerté. Et moi, je pensais, en tout cas pour ce qui me concerne, que la concertation sur la piétonisation avait effectivement bien marché, qu'on avait eu beaucoup d'intervenants dans les ateliers, dans les réunions, dans les ateliers participatifs, qu'on allait effectivement faire des week-ends de préfiguration et qu'on se rendrait très bien compte du changement. Donc, on avait eu les mêmes idées, Madame Matougui, c'est bien. Que les cantines manquent de personnel, ça aussi, ça fait des années qu'on le dit et qu'on recrute tout le temps, qu'on cherche à avoir des animateurs. Je voulais rassurer M. Gaconnel, la maison Tiberghien au Lame de Gouges, elle est en bon état, la structure en tout cas elle est en tout bon état, donc elle ne craindra pas les passages du tram, et puis on ne l'oublie pas. Voilà. Et puis, rappeler quand même qu'on peut investir aussi, on peut investir, il y a des investissements qui demandent derrière un fonctionnement terrible, et qu'il faudra aussi en tenir compte, parce que ce fonctionnement-là, il faudra bien l'assumer, et l'assumer chaque année, pas une seule fois en passant, contrairement à un investissement. Voilà, merci. Merci. On fait un dernier tour d'intervention. Madame Matougui. Oui. Je vais revenir. Le DOB, c'est quand même une formalité obligatoire avant l'adoption d'un budget, parce que il serait entaché d'illégalité si nous ne mettons pas en place ce DOB. Voilà. Oui, mais ça on sait, Madame Matougui, on sait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que à nous d'être quand même, la responsabilité qui nous oblige est de nourrir le débat correctement, même si concrètement ce DOB au niveau de la loi, il est encadré, il n'a pas de cadre spécifique, on ne nous dit pas comment faire nos débats, mais à nous d'être suffisamment intelligents pour les faire correctement et pas se sentir à chaque fois critiqué. Maintenant, concernant la discrimination, allez voir le code pénal et allez regarder ce qu'est une discrimination. Quand vous demandez Madame Matougui, on est complètement hors sujet. Vous avez laissez-moi parler, je vous redonne la parole. Vous avez exprimé très longuement le problème à nouveau de la cantine et des restaurants, de la restauration scolaire. Monsieur Boucher vous a fait une première réponse sur le fond et par rapport au budget, parce que c'est le budget que nous abordons aujourd'hui. Et moi, je veux bien que vous y reveniez encore, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui dans le détail. Par contre, c'est comment on finance le détail. Justement, je vous ai dit de faire des économies. Je tenais à vous préciser qu'on ne peut pas être hors sujet en permanence. Monsieur le maire, ce n'est pas en fermant les yeux, à chaque fois que je vous amène le problème, qu'il va disparaître. Oui, oh mon Dieu, comme vous dites. Bon, allez-y, s'il vous plaît. Nous avons ce problème-là. Vous n'allez pas à chaque fois tourner la tête, à chaque fois que... maintenant, dire qu'il n'y a pas de discrimination, allez expliquer, peut-être que vous n'avez jamais eu l'expérience d'avoir un enfant en face de vous qui vous dit « Moi, je n'ai pas le droit à la cantine parce que mes parents ne travaillent pas ». Parce que je vous assure que de tels mots sortis de la bouche d'un enfant, ça vous serre le cœur. Non, mais moquez-vous sans cesse. Non, mais vous ne regardez pas le problème là où il est. Bon, et on le regarde et on essaye d'y répondre. Ce n'est pas juste une question de... Quand je ramène le problème de la cantine, parce que je le vois, ce n'est pas juste le problème de donner à manger à un enfant sur le temps de midi. Il y a un véritable enjeu derrière ce problème-là. L'absentéisme des enfants, très souvent, il est lié à l'impossibilité de placer son enfant à la cantine. Les parents, comme ils n'ont pas la possibilité de mettre leur enfant à la cantine, ils ne l'emmènent pas à l'école de la journée. Et ça, c'est un vrai problème. Il y en a d'autres comme ça. On les avait évoqués lors de notre groupe de travail. J'aurais aimé qu'on en fasse vraiment quelque chose de prioritaire.
Et si je l'ai ramené aujourd'hui, c'est parce que c'est une priorité. On l'a bien entendu. On l'a bien entendu. Maintenant, c'est comment donner matériellement, comment vite arriver à mettre ça en place. Parce que là, vous traînez ça. On a même entendu vos propositions, mais laissez-nous y répondre. Et le débat, c'est pas un monologue de votre part. Monsieur le maire, dès que j'ouvre mon micro, enfin, dès que vous m'ouvrez le micro, vous êtes comme ça, attentif à... Vous voulez que je note le temps d'intervention ? Oui, si vous voulez. Eh bien, vous serez surpris que je ne vous ai pas coupé le micro. Donc je vous demande simplement, Madame Matougui, en vous respectant complètement vos remarques, vous avez fait une intervention qui concerne la restauration scolaire, y compris dans le budget. On y répond, on en débat, mais non, voilà, je veux dire, c'est fait. Enfin, j'ai amené même une solution en parlant du modulaire. On vous a répondu. J'amenais aussi une solution. Ensuite, par rapport au fonctionnement, effectivement, écoutez, si j'ai juste un problème de fonctionnement, allons-y. Tous les élus, on peut aller, voilà, assumons notre rôle jusqu'au bout et allons servir, voilà. Mais modifier, enfin. Ça revient à ce que M. Gaconnet disait tout à l'heure aussi, c'est par rapport à l'embauche. Il faut trouver d'autres systèmes d'embauche et c'est peut-être aussi de penser... alors, j'ai vu que ça se faisait beaucoup dans la fonction publique, les contrats d'apprentissage. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des contrats d'apprentissage pour avoir... et ça permettrait en même temps, un contrat d'apprentissage, ça permet d'avoir des personnes... plus vite, plus rapidement, Merci. Voilà. Merci. Mais il y a des solutions. Voilà. Eh bien, je les entends, mais je voudrais bien pouvoir répondre et pour avoir un dossier, une réponse globale. J'ai bien entendu vos propositions de mettre en place des constructions modulaires. J'ai entendu votre proposition de faire que les élus remplacent le personnel de cantine et faire également qu'on fasse des contrats d'apprentissage. J'ai bien entendu vos propositions. Et je vous remercie de les faire, mais je pense que maintenant, il faut qu'on enchaîne sur la suite du débat. Ça vous va ? Ça vous va ? On peut continuer ? Écoute, je n'appelle pas ça un débat. Ah bon ? Bon. Non, en fait, il y a une formalité, c'est ce DOB, et vous nous le faites... voilà, parce que c'est une formalité, il faut passer le DOB. C'est pas une formalité. Voilà. Si, c'est une formalité. Ça fait 2h30 qu'on débat, 2 heures. Et puis il y a des tas de gens qui veulent prendre la parole. C'est important. Je suis désolé, Madame Tugui. Donc, je vous demande d'en rester là sur la restauration scolaire. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais on a tout entendu, y compris vos propositions, y compris que vous pensez que c'est un élément de discrimination. On vous a répondu. Je ne le pense pas, c'est un fait. On vous a répondu. Je vais faire ce qui me semble absolument indispensable. On vous a répondu que, il y avait des efforts importants faits en termes de place, et maintenant ce n'est plus un problème de place pour répondre à l'ensemble des besoins, mais c'est essentiellement un problème de personnel sur lequel on travaille. On ne peut pas embaucher n'importe qui parce que c'est des enfants, et qu'on a une responsabilité de sécurité vis-à-vis de ces enfants, et donc c'est une réalité. Et quand vous mettez des apprentis, ça c'est le sommet. Des apprentis, ils ont un tuteur, ils préparent un métier. C'est pas simplement pour utiliser des jeunes comme ça, sans formation et sans rien. Donc je pense qu'on va continuer à travailler là-dessus. L'objectif est bien que dans le temps de ce mandat, et grâce aux constructions, grâce à l'organisation, on arrive à satisfaire la totalité des besoins, c'est ce que nous avons dit, en matière de restauration scolaire. Je ne peux pas vous en dire plus, je crois que c'est extrêmement clair. Donc je vais là-dessus continuer, laisser la parole à tous ceux qui ont demandé la parole, et c'est Madame Fradet. Oui, mais je te l'ai donné, c'est pas pour l'enlever. Ça y est, c'est bon. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Oui, je voulais juste rebondir sur les problèmes de recrutement qui étaient évoqués par Monsieur Gaconnet. Et c'est vrai que c'est un vrai problème. Et nous le vivons. Et je voulais dire ici que nous sommes vraiment pleinement mobilisés sur ce sujet.
Nous sommes en pleine préparation du Forum de l'emploi. D'autres actions sont ponctuellement proposées au cours de l'année. Et je voulais ici mettre en lumière justement une action au bénéfice donc, du service éducation. Et peut-être que ça répondra aux inquiétudes de Madame Matougui. Donc il y a toujours des besoins récurrents effectivement sur ce service et la dernière action que nous avions faite de façon très serrée avec le Pôle emploi a été un vrai succès et ça veut dire que quand on dépose des offres d'emploi, Annemasse reste une ville attractive pour les demandeurs d'emploi. Voilà, donc le Annemasse bashing, pour ceux qui cherchent du travail, eh bien, j'ai l'impression qu'il n'existe pas, puisque finalement, c'est une ville où on propose de l'emploi, de proximité, et ça répond à des besoins. Alors, quelques chiffres, Monsieur Gaconnet, Madame Matougui aussi, ça vous concerne. Sur le dernier recrutement, donc, concernant le service éducation, nous avons, avec Pôle emploi, il y avait 50 candidats inscrits, 33 étaient présents, 18 ont reçu un entretien flash, et sur les 18 candidats vus en entretien et après discussion donc avec les recruteurs du service éducation et des RH, 6 animateurs interclasses ont été retenus, 1 animateur CLAE et 3 ATSEM. Voilà, donc je voulais quand même mettre en lumière cette action qui a été faite en partenariat bien sûr avec Pôle emploi et qui répond à des besoins que vous évoquiez. Et sachez, et je le redis, nous sommes pleinement mobilisés sur la question de l'emploi, que ce soit pour les seniors ou les publics QPV, donc quartier politique de la ville. Merci, Monsieur le maire. Merci. Madame Mika. Bonsoir. Alors moi j'ai juste 2 points qui m'inquiètent. Le premier c'est concernant la pyramide des âges évidemment au niveau des agents, en sachant qu'on a 27% de personnes qui sont pas bien loin de la retraite et donc il va nécessiter un renouvellement et donc du recrutement dans un état, une situation actuelle où il est compliqué de recruter, ne serait-ce que même pour des postes qui sont, on va dire, pas très qualifiés. Et peut-être que là, vous en avez peut-être... Je ne sais pas pour quel poste, ça manque principalement, mais ça manquerait principalement, mais je pense toutes les catégories de postes, donc ça va être compliqué. Donc comment envisagez-vous cet avenir justement par rapport à ces futurs recrutements? Et je pense également que ça... Vous avez aussi, on va le voir plus tard dans le conseil... sur le nombre de postes non pourvus, si on réunit les non pourvus et le nombre de postes, le nombre de personnes qui peuvent partir à la retraite dans les années à venir, en espérant qu'il n'y ait pas autant de postes à pourvoir après. Je suis bien d'accord avec vous, j'espère que ça va se résoudre comme pour tout le monde. Mais toujours est-il que ça fait quand même un gros pourcentage de personnes à recruter. Et toutes ces personnes-là ont un lien aussi avec les recettes que peuvent toucher la ville, puisqu'elles font fonctionner justement les différents investissements qui sont faits dans la ville, ou actions qui sont faites dans la ville, et qui permettent justement de faire rentrer des recettes, comme disait monsieur Boucher, puisqu'en effet, pour pouvoir développer et faire de l'investissement, il faut qu'on ait des sous qui rentrent. Et malheureusement, je ne vois pas trop dans votre tableau des recettes de fonctionnement où on pourrait avoir une réelle augmentation finalement de recettes. Je compare le réalisé de 2021, même s'il n'est pas excellent parce qu'il y a eu le Covid en 2020 et qu'on a encore les conséquences en 2021, je le comprends bien, ce n'est pas encore une année pleine, mais toujours est-il que je vois mal comment on peut avoir plus de recettes de fonctionnement en ayant déjà une inflation à 3,40%. Donc je ne comprends pas finalement tous ces... Alors il y a beaucoup d'investissements, oui, qui sont prévus dans votre DOB, mais je ne comprends pas comment on va pouvoir investir dans tout ça. Bon, à part avec l'emprunt, je suis bien d'accord, vous allez forcément pousser sur l'emprunt pour pouvoir faire ces investissements. Mais moi, je m'inquiète de ça, c'est-à-dire qu'on continue à investir beaucoup, mais on n'a pas de moyens de recettes supplémentaires. Voilà, c'est mon inquiétude sur cette présentation. Merci. Merci. Monsieur Gaconnet. Oui, par rapport à ce que disait Michel Boucher, par rapport au rôle du DOP, c'est vrai que je comprends
sa prise de parole. Il n'empêche que si on se contentait que de voir les chiffres, s'ils avaient été dans le rouge, ce serait sûrement pas votre opposition qui crierait au scandale, certainement, mais surtout la Cour des comptes. Après, ça fait partie aussi on parle de débat, on parle d'orientation. Bien évidemment, les projets interviennent dedans et c'est normal qu'on vous challenge aussi un petit peu du moment où ça reste dans un débat courtois et construit. Je fais la dernière parenthèse sur la Olympe de Gouges. Je suis désolé, j'étais à La Réunion. Alors, si vous avez des charpentes qui vont mieux en 5 ans sans y toucher, vous me donnez la recette parce que moi, je veux vraiment le savoir. J'ai bien participé à cette réunion et il y avait vraiment un problème de charpente. Donc, je ne veux pas aller plus loin. M. Boucher a peut-être raison. Elle se trouve à 20 mètres ou 30 mètres ou 40 mètres de la rue et on souhaite tous qu'elle tienne debout. Mais j'étais quand même bien à cette réunion et son état était quand même assez inquiétant. Merci. La réponse sur ce point précis, M. Boucher, puis je donnerai après à... Oui, sur ce point précis, des confortements ont été faits sur la villa Tiberghien pour la mettre hors d'eau, hors d'air, comme on dit, c'est-à-dire voilà. Après, ce dont vous parlez, M. Gaconnet, c'est pour la rendre, pour en faire un endroit où on peut recevoir du public. C'est à ce moment-là que l'on a parlé d'un budget d'1 million. Peut-être est-il modeste d'ailleurs, Monsieur Gaconnet, parce que peut-être que ça sera plus important que ça. Mais effectivement, sous couvert de Marie-Claire Louillot, qui s'y connaît un peu mieux que moi en bâtiment et en charpente, effectivement, nous avons préservé. Alors, il y avait, quand je l'ai visité, quand on l'a acheté, il y avait effectivement quelques fuites d'eau qui risquaient d'abîmer la charpente. Ça a été réglé, c'est-à-dire que le coût après d'un projet où on veut effectivement la remettre au goût du jour à neuf, permettant d'accession au public, il faut un ascenseur, il faut un certain nombre de choses. C'est là qu'il y a un gros investissement à faire. Mais en termes de... je pense qu'elle est, comme la Villa Fantasia d'ailleurs, elle est effectivement protégée des intempéries. Dans le futur, effectivement, il faudra savoir les utiliser, sans doute un peu mieux pour la Villa Fantasia qui n'est pas inutilisée, et trouver un projet pour la Villa Tiberghien. Et je sais que M. Fournier travaille sur ce projet-là, où sans doute on l'ouvrira dans un premier temps sans faire de très gros travaux. Il y aura de l'activité dedans, voilà. Mais c'est un projet qui sera amené dans les années à venir, c'est sûr. Je veux dire, on n'est pas... On a acheté cet endroit-là... je pense... moi, j'en suis très heureux, parce qu'on critique souvent les choses. Moi, j'en suis très heureux d'avoir insisté très fortement et d'avoir convaincu l'équipe d'intervenir sur le parc Olympe de Gouges. Parce que normalement, sur le parc Olympe de Gouges, il y aurait 2 très gros immeubles si on n'était pas intervenu. Oui. Voilà, donc je pense quand même que cette intervention-là, moi, j'en suis très heureux. Elle nous a coûté pour acheter le terrain. Moi, j'ai très clairement dit dans un premier temps, ce qui était intéressant était le parc plus que la villa en elle-même. Alors, la villa en elle-même, elle a du cachet. Moi, je ne souhaitais pas l'avoir démolie. Je ne souhaite pas l'avoir démolie, bien entendu. Après, effectivement, c'est un coût d'investissement fort pour mettre du public dedans après. Merci. Je crois, vous avez raison, M. Gaconnet, d'attirer l'attention du Conseil sur les 2 villas. Je pense qu'on y tient autant les uns que les autres. Donc, ce n'est pas une divergence. C'est simplement le fait qu'il y a là aussi des priorités, puis il y a aussi le rôle qu'on veut leur faire jouer, le contenu. Voilà. Et donc, il y a un travail double qui vient d'être précisé par M. Boucher. 1, les maintenir en état de manière à ne pas... récupérer une ruine un jour ou l'autre, donc les maintenir en état. 2, permettre au moins qu'il y ait des activités dedans, sans forcément de l'accueil au public, parce que dès qu'on fait un local d'accueil au public, les contraintes sont beaucoup plus importantes. Et 3, sans doute un jour, d'avoir les moyens de faire de l'accueil du public sur des orientations qui seraient alors choisies. Mais la volonté de faire que ces villas qui sont assez emblématiques, comme l'est aujourd'hui la villa du Parc. Mais comme la villa du Parc de la Fantasia, comme la villa du Parc Olympe de Gouges, sont des structures auxquelles on
tient, j'en suis sûr, autant les uns que les autres. Et on essaiera d'avancer dans ce cadre-là avec les problèmes budgétaires que, y compris Mme Meka, a à juste titre souligné. Nicolas Lebeau. Oui, bonsoir, merci. Alors, moi, j'étais plutôt bon élève à l'école parce que j'écoutais l'énoncé, et ici, l'énoncé, c'est le document que j'ai sous les yeux, qui est un DOB, et je vois, page 19, un tableau que je trouve particulièrement intéressant, avec la phrase qui est écrite ci-dessous, avec un ensemble des indicateurs qui sont favorables. Donc, c'est pas qu'on n'est pas dans le rouge, c'est qu'on est dans le vert. Et ça, je trouve ça intéressant, puisque d'aucuns disent qu'on ne peut pas être de gauche et bon gestionnaire, ou d'aucuns d'autres disent qu'on ne peut pas être écologiste et bon gestionnaire. Eh bien, ici, on est de gauche et écologiste et bon gestionnaire, ce dont je me félicite, et c'est pour ça qu'on fera de grands projets. Merci. Merci. Madame Meka, Madame Matougui, je vous redonne la parole pour 30 secondes. 30 secondes. Étant donné que c'est vrai que ça a été soulevé, ce problème de investir là, est-ce qu'on pourrait pas avoir le PPI d'ailleurs, je pensais qu'il était oublié, enfin non, mais listé sur les 5 ans. Alors, ça me permet, merci, ça me permet, et je crois que là, on est au cœur du problème, et on va en rester là. Merci pour l'apport dans le débat de chacun. Ça me permet... Non, Madame Matougui, le débat est terminé. Le débat est terminé. Je vous remercie pour votre contribution. Le débat est terminé. Voilà. Je crois qu'on va en rester là, avec tout le respect que je dois aux intervenants, mais que je dois à l'ensemble de l'attention du conseil municipal et à tous ceux qui nous regardent. Je pense que chacun a pu largement s'exprimer, et c'est bien, parce que c'est un débat qui a apporté des éléments intéressants. Merci beaucoup. Je reviens parce que la remarque de Nicolas Lebeau est importante. On a oublié, peut-être, et ça répond aussi en partie à la question assez fondamentale de Mme Meka, a-t-on autant assez d'argent pour faire tout ce qu'on a envie de faire? Je la résume comme ça, et c'est les éléments qui sont proposés. Moi, je voudrais vous signaler quand même que sur le fond, les indicateurs sont positifs, que nous avons une évolution de notre épargne. Vous savez, l'épargne, c'est ce qui nous permet d'investir et ce qui nous permet d'emprunter. Que nos emprunts sont très limités et que nous avons des capacités. Et que si aujourd'hui on est en légère baisse de l'épargne, c'est essentiellement dû à un moment conjoncturel qui est le 1 600 000 de recettes en moins ou de dépenses en plus, le total que l'on n'a pas lié au Covid. Heureusement, j'espère que ça va s'arrêter. Donc, les perspectives de ce côté-là sont importantes. On a vu aussi, et vous le voyez, l'importance, par exemple, on n'y a pas suffisamment dit, on ne le souligne pas suffisamment. D'habitude, c'est vous, je connais qui le dit, et on est d'accord avec ça en général, c'est l'importance de la compensation financière genevoise. Non, mais je le dis pour vous, vous voyez. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel, et je voudrais très clairement dire que cette compensation financière genevoise qu'on appelle les fonds frontaliers, c'est un accord d'État qui date de 1973 et qui précise très clairement que cette compensation est attribuée aux collectivités locales pour faire face aux charges dues à l'accueil de personnel frontalier. Je résume, mais c'est exactement ça. Je souhaite que tout le monde s'en souvienne. Voilà, je le dis très simplement. Je souhaite que tout le monde s'en souvienne à tout moment. C'est de l'argent qui revient aux collectivités locales. Dans les collectivités locales, il y a bien sûr les communes, les EPCI et le département, mais c'est l'ensemble. Et c'est celle où il y a des frontaliers. C'est un simple rappel, et c'est important, d'autant plus quand on voit l'importance pour notre budget, parce que c'est quand même 11 millions, et c'est pas rien, pour permettre de réaliser nos objectifs. L'autre élément, c'est que en charge de personnel, et c'est le grand débat que l'on a finalement derrière la restauration scolaire, derrière la satisfaction d'un certain nombre de besoins, c'est les charges de personnel. On ne fait rien si on n'a pas de personnel. C'est indispensable. Et donc,
c'est pour cela que l'on a fait des priorités très claires dans cette proposition de débat budgétaire et que l'on verra dans le cadre du budget. C'est l'effort que l'on fait sur la propreté. On ouvre, je crois, mais vous le verrez dans le budget, on vous proposera d'ouvrir, je crois, 4 postes supplémentaires pour la propreté. Voilà. On fait des efforts sur le matériel en propreté, c'est quasiment 500 000 € d'investissement sur le matériel. Donc voilà, c'est une priorité, je l'ai affirmé dans les différentes interventions de vœux, eh bien, on le traduit dans un budget, c'est très important. Et puis, on a également, et on le redit, la priorité à l'éducation, et y compris à tout ce qui est autour de l'éducation. Et c'est là où on a des possibilités, où on donne les moyens de créer des postes, en espérant qu'ils puissent être pourvus. Voilà, c'est ça le problème. C'est pas qu'on n'a pas d'argent pour le faire, on le met au budget. Simplement, il y a la difficulté. Vous savez, par exemple, aussi, il y a une remarque qui a été faite, Madame Lachenal l'a mis en avant. Si on a des charges de personnel qui augmentent de manière importante, enfin, la ligne, c'est aussi parce qu'on fait un effort en direction de nos personnels. Avec l'adhésion au CNAS, c'est quasiment 100 000 €, 90 000, quelque chose comme ça. 100 000, oui, 100 000 €, que les élections vont nous coûter de l'argent, c'est normal, c'est la démocratie. 100 000 €, voilà, on assume, hein, voilà. Et tout ça va sur cette ligne de charge du personnel. Ceci étant, et je reviens un peu sur ce que Michel Boucher disait, et pour répondre à votre question et à la proposition de Michel, nous n'augmenterons pas les impôts cette année. Voilà, c'est clair. Je pense que vous l'avez souligné, et vous avez bien raison, ça se voyait à travers le rapport budgétaire, et c'est bien normal. Nous ne l'augmentons pas, y compris parce que les bases augmentent. Hein. C'est une réalité, c'est pas nous les bases, hein, vous le savez bien. Mais je ne sais pas ce qu'on fera après. Parce que moi, ma question n'est pas de dire de manière idéologique on augmente les impôts ou on n'augmente pas les impôts. C'est de dire de manière très pragmatique quels sont les besoins de notre population en matière de fonctionnement. Et s'il faut des besoins supplémentaires pour notamment l'éducation, tout ce qui concerne l'éducation, eh bien il faudra qu'on réponde à ces besoins et on verra si les moyens qui nous sont donnés, les recettes que l'on a, suffisent ou s'il sera nécessaire à un moment de faire un effort pour répondre aux besoins des habitants. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important et je ne fais pas de pronostic. Hein. Simplement, en 2022, non, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. On verra. Ça vous arrangerait. Hein. Ça vous arrangerait. Mais je pense qu'en 2025, on aura déjà réalisé beaucoup de notre programme, donc il aura bien fallu qu'on trouve les moyens. Je reviens sur ce problème de recrutement. Il nous soucie comme vous, hein, c'est-à-dire à la fois la courbe, la pyramide des âges, etc. C'est un problème qui est, j'en discute, et vous en discutez sans doute aussi, avec l'ensemble des collectivités locales de ce département, y compris du Pays de Gex d'ailleurs, dans le cadre du pôle métropolitain, c'est une réalité pour tout le monde. J'ai vu dans la presse, il y a quelques jours, dans un rapport le nombre de postes vacants à Thonon et les besoins non satisfaits de Thonon. Je critique pas, hein, mais j'ai vu les chiffres. Ils sont encore pires que les nôtres. Voilà. Donc on est dans une situation compliquée. Après, qu'est-ce qu'on fait? Alors pas de miracle, mais on a dans les directives qui sont données et dans le travail qui est fait par la direction générale, par les services, par l'élu en charge des ressources humaines, Marilyn Boucher, on fait quoi? On essaye de trouver les moyens de rendre nos postes attractifs. Et comme on n'a pas de marge sur les salaires, puisque c'est la grille de la fonction publique, eh bien, voilà, peut-être que ça fera partie des propositions qui viendront, mais peut-être qu'il faudra encore augmenter le RIFSEP, qui pourtant est déjà à un très haut niveau, voilà, pour être concurrentiel. Et peut-être aussi qu'il faudra avoir une capacité à trouver des éléments de fidélisation. Voilà.
Et c'est un travail, c'est une consigne qui a été donnée, on y travaille, on aura très, très bientôt d'ailleurs un DGA modernisation, dont ce sera en partie avec les services le rôle de trouver des solutions, en sachant que dans ce domaine-là, malheureusement, on ne fera pas de miracle, parce qu'on est nombreux j'allais dire, autour du comptoir pour récupérer des personnels. Donc ce point-là me semble très, très important. Et je terminerai sur... je ne veux pas revenir sur les questions concernant la piétonisation. M. Boucher y a très bien répondu, c'est très clair. Mais je veux terminer sur les grands projets. Madame Matougui, vous nous dites, c'est pour ça que j'ai récupéré la parole après vous, vous nous dites à juste titre, le DOB doit présenter le PPI. Mais le PPI, il est là. Le PPI, le PPI, c'est tous les investissements qui sont là. Ceux qui ne figurent pas, c'est année par année. Parce qu'on n'a pas cette précision-là, mais c'est ça. Le PPI en investissement, il est là. Le PPI, il est là, vous l'avez dans votre document et vous l'avez sous les yeux. La question qui se pose, moi j'ose la poser, parce qu'elle m'interpelle. Je ne sais pas ce qu'il a souligné, je crois que c'est Michel, c'est que le PPI, on s'est engagé à pouvoir réaliser 20 millions d'investissements par an sur 5 ans. Ça fait 100 millions. On est déjà à plus de 100 millions. Donc là, il y a un moment donné, sur ce PPI-là, il faudra peut-être qu'on fasse des choix. Ou alors, simplement des choix qui seront sans doute souvent de glisser. Des glissements sur la réalisation des différents éléments. Mais le PPI, il est là, donc parce que, encore une fois, il y a des règles. Le DOB, contrairement à ce que vous dites, il est encadré. Il y a des documents très précis que l'on doit proposer et nos services, notre direction générale, nous fait bien attention que tout ça soit le plus régulier possible. Voilà donc le cadre général. La conclusion que je tire de ce débat, c'est qu'on a des finances qui restent saines dans une période difficile, qu'on a beaucoup d'ambition pour cette ville, que ce soit en fonctionnement ou en investissement, qu'on peut en réaliser certaines. Et c'est prévu, quand je dis 100 millions, c'est qu'on a fait les calculs pour les avoir. À moins d'une mauvaise surprise, les calculs sont là. C'est-à-dire, j'espère qu'on aura un peu plus pour faire un peu plus, mais les 100 millions, on sait qu'on les a. On a fait un autre calcul qui est très intéressant et très important. Les services l'ont fait. C'est quand on fait un investissement, qu'est-ce que ça va nous coûter ensuite en fonctionnement. Et ça, c'est peut-être l'élément le plus fort à connaître. Par exemple, la piétonisation, ça nous coûte beaucoup en investissement, mais rien en fonctionnement. Ou peu, parce que il y a l'entretien, etc. Mais c'est peu. Par contre, une école, on est obligé de faire, c'est beaucoup en investissement, mais c'est aussi, et c'est normal, beaucoup en fonctionnement. Donc c'est ces équilibres-là qu'on a besoin de trouver et qui sont un débat que l'on fait à chaque DOB et surtout à chaque budget, puisque bien évidemment, on reviendra le mois prochain avec un budget fait sur ces bases-là. Madame Kay, je vais bien vous donner la parole, mais je pars conclure. Merci. Je vous remercie pour votre compréhension. Voilà, je trouve que le débat, un peu long au début, a été intéressant. Je vous propose d'en prendre acte, puisqu'il n'y a pas de vote, hein, bien sûr, d'en prendre acte, et que l'on puisse maintenant enchaîner sur la suite de ce conseil. Et la suite de ce conseil parle de logement.